Bienvenue dans le débat de France 24. 21 jours, le record de Bill Clinton tient encore, mais dans moins de 48 heures maintenant, il pourrait bien être battu. Voilà bientôt 3 semaines en effet qu'une partie de l'administration fédérale est à l'arrêt. 800 000 fonctionnaires au chômage technique ou non rémunérés. La faute au bras de fer qui oppose la Maison-Blanche à ses opposants. Des démocrates au Congrès qui refusent dans le budget fédéral de financer le mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Dans un ultime coup de pression, hier, le président américain a pris à témoin ses concitoyens avec sa première allocution solennelle prononcée depuis le bureau ovale, depuis le début de son mandat. Écoutez. Au fil des ans, des milliers d'Américains ont été brutalement tués par ceux entrés illégalement dans notre pays. Et des milliers d'autres vies seront perdues si nous n'agissons pas tout de suite. Un président qui parle au peuple ou bien à court d'arguments. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Célestine Bolon, journaliste indépendante. Vous enseignez à l'école de journalisme de Sciences Po. Bonjour Célestine Bolon. Bonjour également à vous Gérald Olivier, journaliste franco-américain. Vous êtes spécialiste des États-Unis et chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Auteur, entre autres, de Sur la route de la Maison-Blanche. C'est paru aux éditions Jean Picolet. Ça va paraître au mois de mars. Et puis vous me rappeliez, juste avant cette émission, vous êtes également l'auteur, entre autres, d'une biographie de Mitt Romney, ancien candidat à l'élection présidentielle américaine, ancien gouverneur du Massachusetts et nouveau sénateur de l'Utah, son pays d'adoption, qui est effectivement une forte terre mormone. On aura l'occasion d'en reparler. Également avec nous, Douglas Glucroft, vous êtes porte-parole des Democrats Abroad, les démocrates donc à l'étranger. Et puis avec nous en duplex de New York, Soufiane El-Sabag, spécialiste de politique américaine et du Parti républicain. Vous êtes l'auteur, Soufiane El-Sabag, de la nouvelle droite américaine aux éditions Démopolis. Et on va commencer avec vous, puisque vous êtes sur place, Soufiane El-Sabag. Comment réagit-on ? Alors à New York, on imagine bien, au discours hier de Donald Trump, mais notamment parmi les républicains. Vous avez des réactions extrêmement prévisibles, c'est-à-dire que l'Amérique, plus que jamais, est coupée en deux. Pour les démocrates, la réaction est très simple. Il n'est pas question d'abandonner face aux demandes de Trump. Donc le mur ne verra pas le jour pour les démocrates. Pour les républicains, on semble s'allier à Donald Trump, c'est-à-dire que pour le moment, en tout cas, on se met derrière le président, on veut le mur et le gouvernement ne sera pas débloqué jusqu'à ce que cette demande soit effectivement accédée par les républicains. Et donc c'est une situation au fond extrêmement prévisible, de division très profonde de l'Amérique qu'on connaît depuis maintenant 2 ans de la présidence Trump, mais évidemment c'était déjà le cas bien avant. Donc il n'y a pas vraiment de solution pour sortir de cette crise et je crois que c'est au fond les paramètres électoraux qui vont permettre à un camp ou à l'autre de baisser sa garde et de finalement lâcher face aux demandes de l'autre camp. Et oui, et Donald Trump qui se targue à nouveau d'avoir un grand soutien, tremendous support, dit le président américain, énorme soutien des républicains sur ces questions qui concernent la sécurité aux frontières, et qu'il le dit, il est prêt à maintenir le gouvernement fermé pour atteindre ses objectifs. Célestine Bolon, on annonçait peut-être une procédure d'urgence exceptionnelle, le recours au National Emergencies Act, qui permettait donc de faire intervenir l'armée et de se passer du Congrès pour assurer cette sécurité aux frontières. Donald Trump finalement ne l'a pas fait. Comment vous l'expliquez ? Je pense que ce n'était pas une bonne idée. Et ça, il l'a compris. Il y a beaucoup de républicains en fait, qui sont contre, parce que ça, c'est vraiment ça fait pas partie de l'esprit de gouvernance aux États-Unis. On a un pouvoir qui est divisé en 3 et ça coupe le pouvoir du Congrès, absolument, qui a le pouvoir of the purse. Ça veut dire que c'est le Congrès qui autorise l'argent qui est dépensé. Donc ça, c'est une chose. Je pense que là, on voit des fissures dans le Parti républicain au Congrès et on a déjà 5 sénateurs qui sont prêts à voter des budgets séparés pour certains départements du gouvernement. Ça fait la majorité s'ils restent ensemble, sauf que c'est pas assez pour un veto du président, pour annuler un veto du président. Voter des budgets séparés, Douglas Glucroft, c'est la manière qu'ont trouvé les démocrates pour contourner finalement cette accusation de prise d'otage faite par Donald Trump à leur égard. Oui, c'est exactement ça, une prise d'otage, un rançon, comme on dit. Les démocrates ont déjà ont déjà voté les lois pour qu'on rouvre le gouvernement immédiatement.
et dont on est parfaitement d'accord pour faire cela. Et c'est notre position d'ailleurs, c'est d'ouvrir le gouvernement maintenant et négocier avec M. Trump sur la question plus épineuse concernant la frontière. Douglas Gloucroft, personne n'est dupe. Si le gouvernement est rouvert et qu'un budget est voté, quelle motivation auront les démocrates pour négocier sur la question du mur dont ils ne veulent pas? Ils l'ont dit. Il y aura toujours... Parce qu'il y a toujours d'autres questions qui intéressent aux démocrates ou Donald Trump, qui est le maître des deals, comme il dit. Il peut trouver des moyens de marchander d'autres questions, comme une réforme ou une protection pour les jeunes qui sont arrivés aux États-Unis et qui ne sont pas en situation régulière. Les fameux dreamers, comme on va en parler. Il y a plein de questions qui peuvent faire l'objet d'un deal global. Mais... Gérald Olivier, en l'absence d'annonces spécifiques, comme justement cette procédure d'urgence que d'aucuns redoutaient, on peut dire que l'allocution télévisée de Donald Trump s'est résumée finalement à solenniser son affrontement avec les démocrates? En partie, mais il ne faut pas oublier qu'hier soir, il y a eu 2 discours. Vous avez eu le discours du président, qui était le premier, et le premier discours fait depuis le bureau ovale, qui a été retransmis par toutes les télévisions, pas seulement les chaînes d'infos, mais ABC, CBS, il a été en prime time, comme on dit. Donc c'est vrai qu'il a présenté son cas, son dossier devant le public américain et les électeurs, mais juste après lui, on a eu droit à Nancy Pelosi et M. Schumer, qui est donc la speaker de la Chambre des représentants et le chef de la minorité démocrate au Sénat, qui ont également présenté leur dossier. Et ce qui ressort de ces 2 discours, c'est que les 2 camps campent véritablement sur leur position et que personne ne fait d'ouverture ni de proposition. Actuellement, on est dans une situation où les démocrates estiment que le temps joue pour eux. C'est-à-dire que, vous l'avez souligné en introduction, on est presque à 21 jours de shutdown. C'est très long. Il y a des fonctionnaires américains qui ne vont pas être payés. Alors, ils le seront à terme. Les salaires seront rattrapés. Il y aura un rattrapage, c'est toujours le cas. Mais pour l'instant, ils n'auront pas de salaire. Donc, ça commence à poser des problèmes. Il y a des agences qui sont fermées. Vous avez ne serait-ce que les cours qui sont supposés procéder justement au suivi des dossiers des demandeurs d'asile, donc la question d'immigration, qui sont fermés et ces dossiers qui s'accumulent. Donc le shutdown commence à durer et les démocrates sont convaincus que les Américains en feront porter la responsabilité sur Donald Trump. C'est déjà le cas. Les sondages démontrent. Ils ne veulent pas du mur, ils campent sur l'opposition et pour l'instant, on est vraiment dans un face-à-face où personne ne veut céder. Et Donald Trump, lui, justement, pour essayer de contourner l'opposition des démocrates, eh bien, on l'a entendu hier avec des arguments extrêmement forts qui portent sur la sécurité même des Américains. Écoutez. Combien de sang américain doit encore être versé avant que le Congrès fasse son travail? C'est un choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre la justice et l'injustice. Il s'agit de savoir si nous remplissons ou non notre devoir sacré envers les citoyens américains que nous servons. Il y a une crise humanitaire, Célestine Bolen, à la frontière mexicaine. En fait, il y a des gens qui souffrent, qui sont à la frontière. La question, c'est est-ce qu'un mur, c'est la réponse à ce qui se passe sur la frontière? Et il y a du sang américain qui coule avec le passage de ces migrants à la frontière? Non, mais non, pas vraiment, parce que le sang américain dont il fait référence, c'est plutôt ceux que des gens qui meurent des drogues, etc., les crimes qui sont commis par des immigrants illégaux, mais ça n'a rien à voir avec la situation à la frontière, où, comme on a dit, on a besoin de plus de gens pour juger les cas d'asile qui sont demandés surtout par des migrants qui viennent d'Amérique centrale. Et ça, je pense, en total, par jour, ça peut être 1000 le long de la frontière. 1000 personnes par jour? Plus ou moins. Oui. Mais lui, il parle des milliers par jour. 1000 par jour, vous, ça vous semble raisonnable et... 1000, mais pas milliers. Oui, mais ça vous semble raisonnable et gérable. Mais ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'agents pour revoir leur cas. Et ça, c'est une crise qui n'a rien à voir avec un mur. Soufiane El-Sabag, vous qui êtes sur place, enfin... pas à la frontière, bien sûr, mais à New York. Mais on l'imagine, on en parle beaucoup tous les jours dans les médias américains. Quelle est la situation exactement à cette frontière? Quelle est la perception qu'en ont les Américains? Elle est extrêmement diverse. Vous avez beaucoup de points tout au long de la frontière qui sont extrêmement dangereux, où effectivement il y a des situations de crise localement. On vérifie des situations où les autorités américaines ne sont pas capables de gérer
le flux d'immigrés illégaux qui essayent de traverser. Néanmoins, ce n'est pas la majorité de la frontière. Et vous avez également beaucoup de points sur cette frontière où vous avez des propriétaires qui disent qu'ici, on n'a aucun problème et qu'un mur, au fond, c'est un embarras et c'est une gêne plus qu'autre chose. Donc, au fond, la situation sur la frontière est très divisée, mais elle penche quand même plutôt du côté de la sécurité qui est quand même assez forte de la frontière de manière globale, même si encore une fois il y a des points de tension qui sont évidents. Et je crois que le président hier a tenté de dramatiser la situation, d'insister beaucoup sur les points qui tiennent plus à cœur de son électorat. Et évidemment, je pense pour lui, ça fait beaucoup de sens d'aller dans le sens de cette argumentation, puisqu'il est déjà en campagne pour sa réélection. Il sait qu'en 2020, il va devoir recomposer la même coalition qui lui a permis de gagner en 2016. Et je crois que c'était l'enjeu de l'intervention d'hier soir. Elle ne dit pas tout de la réalité du terrain et de ce qui est la vérité sur cette frontière justement américano-mexicaine. Soufiane El Sabbagh, on l'a vu la semaine dernière, Donald Trump se rendre de manière impromptue à la salle de presse de la Maison-Blanche, là aussi pour la première fois depuis le début de son mandat, signe qu'il est décidé à surprendre à l'occasion de ce bras de fer, peut-être là encore pour dramatiser. Et à cette occasion, il était accompagné de responsables, de patrouilleurs de la police américaine qui surveillent cette frontière et qui tous disaient qu'ils avaient besoin d'un mur. Est-ce que ce discours, c'est un discours qui reflète ce que pensent les policiers qui sont aux prises directement avec ce problème, ou est-ce que, là encore, Donald Trump a été très sélectif dans les personnes qui l'ont accompagné ? Sans aucun doute. Je pense que les agents qui étaient là ont des difficultés au quotidien. Il ne fait aucun doute que le gouvernement fédéral, depuis déjà beaucoup d'années, sous la contrainte budgétaire, a réduit les effectifs des postes de garde-frontière. Donc je pense que sur la réalité de ce qui est le quotidien de ces personnes-là, ça fait beaucoup de sens. Maintenant, encore une fois, Donald Trump est président des États-Unis et je crois qu'il doit conduire sa politique dans l'intérêt général du peuple américain. Et le peuple américain, de façon générale, notamment vis-à-vis du mur, il n'y a jamais eu de majorité d'Américains qui sont en faveur de ce mur. Vous avez 43% aujourd'hui des Américains qui sont en faveur du mur, un chiffre considérable, mais jamais depuis 2015, lorsque Donald Trump a réclamé pour la première fois ce mur à la frontière, on est passé au-dessus des 50%. Donc politiquement, encore une fois, ça va être une réponse électorale qui va dire si Donald Trump avait raison ou non de dramatiser la situation et de demander hier en prime time à la télévision ce mur pour une nouvelle fois. Alors tout le monde veut réagir. Peut-être un mot d'abord de Douglas Gloucroft, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un fait. Vous dites les moyens n'ont pas été réduits pour la police de l'immigration. Les moyens à la frontière ont été considérablement augmentés depuis des années, en même temps que le nombre de passages irréguliers est en forte chute depuis ces mêmes années. Donc, la crise que Donald Trump pense exister, c'est lui qui l'a créée. Pour vous, il n'y a pas de crise migratoire? Non. Absolument pas. Gérald Olivier. Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'entends des choses vraies, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Donald Trump, hier, a voulu faire deux choses. D'une part, il a voulu rappeler des chiffres que beaucoup d'Américains ignorent. Vous avez demandé tout à l'heure s'il y avait du sang américain qui coulait à la frontière. Pas à la frontière directement, mais tout le monde aux États-Unis est d'accord pour dire que l'immigration clandestine, l'immigration illégale, pose à terme un certain nombre de problèmes. Et lorsque Donald Trump rappelle que chaque année, il y a à peu près 2000 meurtres d'Américains qui sont commis par des immigrants en situation illégale aux États-Unis, on a un problème. La question, c'est que quand on a un président Obama, ou même quand on avait un président Bush et quand on a une majorité démocrate au Congrès, comme ce fut le cas avant 2014, en tous les cas au moins au Sénat, eh bien, tout le monde est d'accord pour combattre l'immigration illégale. Quand Trump se présente et dit « je vais combattre l'immigration illégale, mais moi je vais rajouter un mur », ce que personne n'a encore osé faire, là tout le monde est contre. Parce que c'est immoral, parce que ça va contre la vocation des États-Unis. Mais la réalité ici, c'est que ce que Trump a voulu faire hier soir, c'est dire, il y a quelque temps, tout le monde était d'accord pour, un, constater le problème que constitue l'immigration illégale, pour deux, y consacrer de l'argent, et même, à l'époque, en 2013, voire en 2006, ce qu'on appelait une clôture. Puisque en 2006, je vous rappelle, il a pris un consensus national, il a jeté une idée idiote, et maintenant on a un shutdown. Pas ça du tout. Pas ça du tout. Soufiane a raison d'évoquer le côté politique de l'affaire. Oui. La campagne électorale présidentielle de 2020 a déjà commencé, et on est en train de prendre ses marques. La vérité, elle est là. Mais vous dites que le problème est bien réel.
Le problème est tout à fait réel. Je voulais juste citer un républicain qui a dit aujourd'hui New York Times, en fait, que d'habitude, les présidents font une intervention de la Maison-Blanche pour accalmer une nation qui est effrayée. Et là, lui, il a effrayé une nation qui était assez calme. Donc oui, il y a un problème à la frontière, mais ce n'est pas une crise nationale, ce n'est pas une crise sociale, ce n'est pas une crise morale, c'est une crise de gestion, de comment faire avec les gens qui sont de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une opération de communication? On pense à la caravane des migrants pendant les midterms, mais est-ce qu'elle n'a pas contribué aussi à renforcer Donald Trump sur cette question? Bien sûr, mais la crise humanitaire, c'est de l'autre côté de la frontière. Il n'a convaincu personne avec son discours. Ouais. Même côté républicain, vous en êtes convaincu, vous? Il a renforcé sa base. Et il a renforcé son principe. Il faut comprendre que le mur, à l'heure actuelle, c'est la seule promesse de campagne que Donald Trump n'ait pas été en mesure de tenir. Toutes les autres, il les a tenues? Pratiquement toutes les autres. Et que les Mexicains vont le payer? À moitié. Et que le Mais Mexicain il avait promis de relancer l'énergie américaine, il l'a fait. Il avait promis de réformer le NAFTA, il l'a fait. Il avait promis une réforme fiscale, il l'a fait. Il avait promis de déréglementer de manière massive, il l'a fait. Donc il a accompli un certain nombre de choses qu'il avait promis à ses électeurs. Le mur, il l'avait promis dès le premier jour de sa campagne. Et il avait dit que dès le premier jour de sa présidence, on commencerait à construire. Ça, il n'a pas réussi à le faire. Serait-il allé au shutdown si certains esprits conservateurs, on pense à Ann Coulter notamment, une chroniqueuse de la vie politique américaine très connue aux États-Unis et très conservatrice, n'était pas montée en première ligne pour dire qu'elle ne voterait pas Donald Trump dans ces conditions, voyant que la Maison-Blanche était sur le point de flancher? Peut-être, parce que ça fait partie de la base de Donald Trump. Mais pour moi, ce qui a véritablement changé le contexte, ce sont les élections de mi-mandat avec la majorité démocrate à la Chambre. Parce que jusqu'alors... Vous voulez dire que le mur serait passé sans problème sans les démocrates à la Chambre? Il ne serait pas passé, mais on aurait pu négocier une réforme de l'immigration, comme ça avait été le cas dès la première année. Ce qui a bloqué la première année, c'était ce que vous avez appelé le DACA et les Dreamers, c'est-à-dire la situation des enfants arrivés aux États-Unis quand ils étaient mineurs ou des Américains nés de parents illégaux. On va en parler. C'est un peu compliqué, mais c'est ça qui bloquait. Mais justement, on va en parler parce que c'est vrai que tout cela fait l'objet d'un grand marchandage. La politique migratoire des États-Unis, la question de l'insécurité aussi, y a-t-il un lien? On en parle dans un instant, juste après une courte pause. Restez avec nous. Retour au débat de France 24, mur ou pas mur avec le Mexique, c'est le débat qui oppose Donald Trump à son opposition démocrate depuis bientôt 3 semaines maintenant aux États-Unis, plus que 2 jours, et on a atteint le record de shutdown, 21 jours, c'était sous Bill Clinton à l'époque, un autre siècle, le président démocrate qui affrontait une majorité républicaine, c'était dans les années 90 très remontée. Eh bien, c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement avec Donald Trump qui hier a pris la parole pour vanter les raisons de mettre en place ce fameux mur avec le Mexique. L'une d'entre elles, pas des moindres, ce serait l'énorme trafic de drogue entre les deux pays. Écoutez. Notre frontière sud est un vrai pipeline qui fait entrer d'énormes quantités de drogue comme la méthamphétamine, l'héroïne, la cocaïne et le fétanyl. Chaque semaine, 300 de nos citoyens meurent à cause de l'héroïne seule. 90% de cette drogue provient de notre frontière sud. Cette année, il y aura plus de victimes de la drogue qu'il n'y a eu de victimes durant toute la guerre du Vietnam. Il a raison, non, Célestine Bollon? Oui, mais ça n'a rien à voir avec le mur. Parce que tout le monde constate aujourd'hui, parce qu'il faut dire que le discours de M. Trump a été attaqué par tous les fact-checkers des États-Unis. Et en fait, il y a beaucoup de drogues qui viennent de l'Amérique du Sud, mais ils ne viennent pas à travers la frontière. Ils viennent dans les ports, enfin dans les aéroports. Vous voulez dire qu'un mur terrestre n'empêchera en rien le passage des trafiquants? En plus que les rois du cocaïne et tout ça, ils ont fait des tunnels au-dessus, qui traversent la frontière. Ils passent par les postes douaniers. Oui, donc c'est pas le sujet. C'est comme si on disait il y a beaucoup de gens qui meurent sur les routes de France et c'est la cause de... je sais pas quoi. Enfin, je peux pas... Là où il a raison sur la statistique. Mais c'est vrai que l'origine de la drogue, il y a une vraie crise
d'opioïdes aux États-Unis. Les 300 décès par semaine, c'est vrai. Les 15 000 morts par an, c'est vrai. Donald Trump en a fait une cause, une grande cause nationale. Tout à fait, oui. Parce qu'il n'y a pas que des drogues illégales non plus. Oui, mais les opioïdes sont de fabrication. Il y a beaucoup de médicaments qui sont détournés. Il y a beaucoup de médicaments détournés de leur usage. Qui créent une dépendance derrière. Mais vous avez aussi le fameux fentanyl, qui, pour certains, est réalisé en Chine et est amené par bateau aux États-Unis, donc qui ne passe pas nécessairement par la frontière sud. Donc on peut reconnaître que là, le mur n'arrêterait pas cette crise-là. C'est un des petits aspects de cette crise, c'est un des aspects les plus choquants aussi, et c'est pour ça qu'il l'a souligné hier. Ça n'a même rien à voir avec l'immigration. Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration clandestine et avec la caravane qu'on a pu observer l'été dernier, et cet aspect-là du problème. Pour effrayer la nation. Soufiane El-Sabag avec nous toujours en duplex de New York. Cette question de la drogue, est-ce qu'elle est centrale pour les électeurs républicains? Pour eux, c'est la raison numéro 1 pour mettre en place ce mur à la frontière? Non, je crois que d'évidence, la drogue est plutôt un prétexte au thème central qui agite aujourd'hui l'électorat républicain, et notamment la base de Donald Trump, c'est évidemment l'immigration. Je pense que c'est un prétexte pour, au fond, agiter un chiffon rouge. Ça a extrêmement bien marché en 2016. Et la formule gagnante de Donald Trump pour 2020, encore une fois, c'est de reproduire la même coalition d'électeurs qui se sont mobilisés pour l'immigration. J'en veux pour preuve dans les 3 États qui ont fait gagner Donald Trump, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. 75% des électeurs qui pensaient que l'immigration était la priorité numéro 1, ces électeurs ont voté pour Donald Trump. Donc je pense que, encore une fois, le mur est le symbole. Il a lancé sa campagne avec cette promesse. C'est un symbole qui n'est pas dirigé contre pour la lutte contre la drogue, mais plutôt pour l'immigration, mobiliser la base républicaine. Et voilà, c'est au fond un jeu extrêmement cynique, mais on est plus surpris par les chiffres qui ont été avancés hier par Donald Trump. Mais en liant les deux sujets, Soufiane El-Sabag, et ça, Donald Trump, on s'en souvient, il avait choqué dès son entrée en campagne, dès son annonce de candidature depuis à l'époque la Trump Tower, en assimilant un certain nombre de migrants. Alors à l'époque, il parlait des Mexicains qu'il assimilait pour certains à des violeurs. Là, cette fois-ci, en liant les deux sujets et en faisant des migrants de potentiels trafiquants de drogue, est-ce qu'il n'y a pas, là encore, une confusion peut-être dans l'esprit de beaucoup d'Américains qui l'écoutent? Je crois que c'est le cas. Je crois que c'est le cas et je crois que Donald Trump en est parfaitement conscient. Encore une fois, la politique, c'est extrêmement cynique. Je crois que la politique de Donald Trump, elle est post-factuelle et il a pris le pied de se dire, voilà, je vais être élu en faisant du post-factuel. Il a réussi et maintenant, il est un petit peu bloqué. C'est-à-dire qu'il est obligé de mobiliser cette même base conservatrice à qui il a fait des promesses. Il est obligé de continuer sur ces promesses un petit peu farfelues, et je crois que le mur en est une. La drogue, parce que l'argument du terrorisme, agité notamment par Sarah Huckabee Sanders, sa porte-parole il y a quelques jours, s'est vu opposé quand même, notamment par un journaliste de Fox News, une chaîne qui n'est pas réputée pour son hostilité envers la Maison-Blanche. Elle s'est vue opposer à un très ferme démenti de la part de ce journaliste. C'est entendu, et encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse vraiment analyser tout ce qui est fait et dit par soit Donald Trump, soit Sarah Huckabee Sanders, puisqu'on est très clairement dans le post-factuel depuis 2 ans, et les fact-checkers qui se sont agités cette nuit pour décortiquer le discours de Donald Trump ont montré qu'il y avait encore, une nouvelle fois, de nombreuses contre-vérités. Donc je crois qu'au fond, toute la question aujourd'hui, elle réside dans une question très très simple. Est-ce que les 5 ou 10 sénateurs républicains qui aujourd'hui jouent leur réélection en 2020 vont continuer à soutenir Donald Trump pour le mur lors de ce shutdown? Je crois que dans les jours à venir, c'est cette question qui doit nous préoccuper. Les sénateurs républicains qui jouent dans des États comme le Colorado, comme l'Iowa, comme possiblement la Caroline du Nord, voire le Texas, le sénateur du Texas qui va jouer sa réélection en 2020, ce sont eux qui tiennent la clé sur le mur et sur le shutdown. Il faudra suivre de très très près comment ces 5 à 10 sénateurs vont agir dans les jours à venir. On va effectivement évoquer les questions de cuisine interne, entre guillemets, mais même si elles ne sont pas secondaires, loin de là, au Parti républicain. S'agissant des démocrates, Douglas Gilchrist, cette opposition finalement au mur, c'est une opposition parce que vous considérez que c'est une solution
inefficace, ou bien c'est une opposition morale, de principe, au fait qu'il ne faut pas mettre d'entrave finalement à la circulation des personnes et en particulier de ces migrants? Ce n'est pas une question de principe du tout, c'est-à-dire les démocrates sont parfaitement favorables à avoir un bon système de sécurité à notre frontière. L'image de ce rempart, elle vous choque ou vous seriez prêt à le mettre en place? Donald Trump ne parle plus de mur d'ailleurs, il parle de barrières métalliques. Oui, mais il faut parler des choses utiles. Même des conseillers de Donald Trump ont dit à plusieurs reprises qu'un mur physique n'est pas un moyen utile de traiter le problème. La vaste majorité des immigrants en situation irrégulière aux États-Unis sont passés par les postes douaniers dans les aéroports et sur les routes et ont simplement resté aux États-Unis plus longtemps qu'il aurait été permis. Ce qui vous gêne, c'est de gâcher 5 milliards 700 millions de dollars, c'est ça en fait? C'est pour une solution inutile. Pour quelque chose d'inutile et qui va faire une sens de sécurité très fausse au peuple américain, parce que ça ne va pas renforcer la sécurité. Et si je peux juste dire autre chose aussi sur l'agenda politique, c'est important. Donald Trump a été invité, comme c'est la loi, de donner son discours de State of the Union le 29 janvier. Je vois mal Donald Trump expliquer tout ce qu'il fait au public américain et devant le Congrès. C'est-à-dire, vous pensez qu'il n'y aura pas de State of the Union Address? Non, il y en aura, mais à mon avis, il va trouver un moyen de résoudre ça. Sans l'aide Vous pensez donc qu'il ne... c'est-à-dire qu'il ne fera pas son discours sous shutdown. La question aurait été... Pour moi, ce serait très difficile pour lui. Mais le paradoxe, c'est qu'une partie du gouvernement qui est affectée par le shutdown, c'est le TSA, c'est les gens qui surveillent les bagages à la frontière. Et en fait, ils sont un peu en grève, en maladie, et tout ça. Le système d'immigration et de contrôle de personnes est affaibli du fait de ce shutdown. Gérald Olivier. Vous posiez la bonne question, à savoir quelle est l'opposition, qu'est-ce qui justifie l'opposition démocrate? Parce que quand on voit la taille du déficit budgétaire américain, de la dette américaine, on se dit qu'on n'est pas 5 milliards de dollars. Si ça permet de résoudre nombreuses La loi autres d'appropriation questions. de l'an passé, c'était 867 milliards de dollars. Ils auraient pu en trouver 5 pour un mur. Mais ce qui est encore plus frappant, et ce qu'a souligné Donald Trump, et ce que soulignent les républicains, c'est que les démocrates étaient favorables à une forme de barrière physique quand c'était eux qui étaient aux affaires ou qui étaient candidats. Hillary Clinton allait faire un tour sur Internet parce que la vidéo peut tourner en boucle. Hillary Clinton, qui en meeting de campagne dit qu'elle a été favorable et qu'elle a voté pour des barrières physiques à la frontière, la vidéo existe. En 2006, Chuck Schumer, qui encore une fois est aujourd'hui le chef de la minorité démocrate au Sénat, était favorable à la construction d'une barrière physique sur au moins 700 miles de la frontière mexicaine. Donc les démocrates ont été favorables à une époque à une forme de barrière physique, mur ou construction métallique. Le problème là, c'est qu'ils veulent que Donald Trump perde la face. Oui, c'est un combat politique. Essentiel pour eux. On est sur un combat hypocrisie politique. ou bien... Non, je suis d'accord avec vous, sauf que maintenant, sur 600, presque 700 miles, il y a une barrière. Elle est de taille différente, oui. Donc, il reste encore 400. Et c'était... en fait, c'est ça qui est risible dans tout ça, c'est que les démocrates... Vous êtes d'accord? Oui, c'est un jeu politique. C'est opportuniste de la part des démocrates aussi. Non, parce qu'ils étaient contre pendant la campagne, ils sont contre maintenant. Il a dit toujours... Mais ils n'étaient pas pour les précédentes portions. Il a dit un mur de béton. Il a dit millions de fois. Maintenant, on parle... On parle d'une barrière métallique. Les démocrates ont été... Une clôture. Est-ce que ça vous pose un problème de principe? Les démocrates ne sont pas contre les compromis. Le problème, c'est que Donald Trump pose son mur là comme question sans vouloir prendre en considération les Dreamers et les autres aspects qui sont importants si pour 5 milliards de dollars, les démocrates arrivaient à obtenir de Donald Trump qu'il légalise ces 800 000 ou 800 000 Dreamers, est-ce qu'ils devraient accepter d'après vous? Je ne suis pas officiellement habilité à parler pour le Parti national. Je dirais simplement que toutes les situations citées par Olivier ont été dans le cadre des lois et des projets de loi plus larges. Maintenant, Donald Trump a isolé ce problème. C'est lui qui a fait cette grande question du mur et c'est lui qui a promis que les Mexicains allaient le payer. Oui, la promesse sur les... Non, alors justement... Oui, la promesse sur les Mexicains. Il dit maintenant que les Mexicains vont le payer indirectement. Par les tarifs douaniers payés par les contribuables américains. On va entendre ce que dit exactement. On va entendre ce que dit exactement Donald Trump. C'est toujours mieux, effectivement, dans la bouche de l'émetteur. Et puis, on commentera juste après. Écoutez.
Ce mur est absolument vital pour sécuriser la frontière. C'est simplement du bon sens. Le mur sera vite rentabilisé. Le trafic de drogue coûte plus de 500 millions de dollars par an à notre pays. C'est bien plus que les 5,7 millions de dollars que nous avons demandé au Congrès. Le mur sera également financé indirectement par le grand accord commercial que nous avons conclu avec le Mexique. Si ça ne coûte rien, c'est bien qu'il s'agit d'une position de principe donc des démocrates. Non, c'est un jeu politique, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi des petits jeux. Je dirais plus de tactique. Par exemple, prendre de l'argent d'un autre budget du gouvernement. Il y a des membres du Congrès et les républicains qui disent c'est pas comme ça qu'on fait nos budgets. C'est pas comme si on nous met en pression et on nous dit donnez-moi mon mur et je vais prendre 5 milliards du budget du Pentagone. Il y a des congrès qui sont vraiment... Non, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne aux États-Unis. C'est quand même un principe, un jeu et un principe. Je dirais aussi, excusez-moi, qu'il y a des montants, des milliards qui ont été déjà votés pour le mur, qui n'ont pas été dépensés par M. Trump et ses conseillers. Et son gouvernement. Vous dites de leur part aussi, il y a une instrumentalisation de cette question. Ça semble clair, hein, effectivement, quand on en parle. Reste quand même un certain nombre de points qui sont posés. Celui des enfants, 20 000 enfants entrés illégalement sur le mois dernier, dit Donald Trump, qui compte renvoyer chez eux. Gérald Olivier, on se souvient de ces images qui avaient beaucoup choqué, y compris d'ailleurs certains électeurs républicains et évangéliques notamment, d'enfants séparés de leurs parents. Il y en a encore. On a une solution pour ces enfants aujourd'hui qui entrent séparés. Vous avez la confrontation de deux problèmes, un problème légal et un problème politique. C'est-à-dire que légalement, si une famille rentre illégalement aux États-Unis, les parents vont être arrêtés parce que c'est une félonie. Et on ne peut pas, à ce moment-là, mettre les enfants en prison avec leurs parents. Donc vous êtes obligé, de par la loi, à confier les enfants à une autorité administrative. Donc vous avez une séparation, et l'image de la séparation qui est demandée par la loi, elle est impossible à tolérer d'un point de vue politique, parce que vous passez ça aux informations du soir, et vous passez pour le Scrooge, vous passez pour la pire des personnes et la pire des administrations. Donc on a un conflit ici entre une réalité juridique et une réalité politique. Ce qu'on remarque, c'est que les migrants, qui ne sont pas idiots loin de là, exploitent cette réalité. C'est-à-dire que lorsque l'on examine les statistiques de près récemment, on a vu que la proportion des migrants à venir en famille avec des enfants était extrêmement importante. Elle était beaucoup plus faible il y a 10 ou 15 ans ou même 20 ans. Et il faut rappeler aussi que même si on a une crise migratoire, les chiffres ne sont pas ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et on est sur des chiffres nettement moins importants. Depuis la crise financière de 2008, les entrées illégales aux États-Unis baissent régulièrement et elles ont encore plus baissé sous Donald Trump. Les flux nets sont même en faveur du Mexique et non plus des États-Unis. Techniquement, il y a plus de gens qui retournent que de gens qui rentrent. Sofiane Al-Sabag, cette question des enfants, là-dessus, Donald Trump sait qu'il marche sur des œufs, il a trouvé une solution. Est-ce que les républicains sont aujourd'hui sereins sur ce problème ? Non, pas vraiment. C'est, comme l'a très bien expliqué Gérald Olivier, c'est le statu quo total. Légalement et politiquement, on est coincé. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour l'administration américaine de continuer à agir de la sorte. Et évidemment, je crois que politiquement, ça va devenir un problème de plus en plus grandissant. Et je crois que c'est une des raisons les plus fortes qui expliquent qu'aujourd'hui, les démocrates ont sans doute la main haute sur les négociations sur le shutdown. Les images insoutenables qu'on voit à la télévision depuis des mois jouent plutôt en faveur des démocrates, ils le savent, et effectivement, le discours sur l'état de l'Union dans maintenant 20 jours va être extrêmement épineux. Est-ce qu'on va être capable de mettre fin au shutdown d'ici là ? Eh bien, je crois que la question des enfants va être aussi une des clés, un des paramètres qui va permettre de le savoir. Oui, c'est sans doute la raison aussi pour laquelle Donald Trump veut prévenir l'entrée de ces migrants avant qu'ils ne soient sur le territoire, parce qu'après la solution, elle est inextricable pour lui. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec un accord avec le Mexique pour les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'au moins ils ne rentrent plus sur le territoire, ils sont retenus à l'extérieur, et ils vont essayer de faire la même chose pour les familles. Ils ont besoin des gens qui font ces jugements-là plutôt qu'un mur, parce qu'il faut avoir des gens qui sont à la frontière pour dire
cette famille peut passer, on va regarder leurs papiers, leurs documents. Oui, mais dans le cadre d'une négociation, Donald Trump n'est absolument pas contre augmenter les effectifs des inspecteurs à la frontière. Lui, simplement, il veut qu'il y ait un mur dans l'eau. Pour l'instant, les démocrates ne veulent pas de mur. Donc c'est là où le blocage apparaît. Entrés il y a quelques années enfants sur le territoire américain, ceux-là sont depuis donc plusieurs années maintenant toujours sans papier, mais aux États-Unis. C'est ceux qu'on appelle les Dreamers. Barack Obama leur avait offert une protection à travers un décret qui a expiré, que Donald Trump n'a pas renouvelé. Est-ce que là, ça peut faire partie, comme on l'a dit, d'une négociation? C'est-à-dire, est-ce que ceux-là peuvent demain être légalisés si Donald Trump obtient ce qu'il souhaite, à savoir les moyens pour construire son mur? Je pense que ça pourrait faire partie, oui, mais pour ça, il faut avoir la volonté d'entrer en négociation, qu'on ne voit pas vraiment maintenant. C'est tout ce que... Soufiane El-Sabag, la question des Dreamers, elle est dans la balance aujourd'hui? Elle est dans la balance et en même temps, c'est une situation qui arrange beaucoup Donald Trump d'avoir, lui, en quelque sorte, vis-à-vis de son électorat. Il faut toujours analyser les choses de cette façon. Vis-à-vis de son électorat, il a tenu sa promesse. Il a laissé DACA expirer et donc il a fait sa partie du travail. Maintenant, c'est plutôt les démocrates qui doivent essayer de négocier avec le président pour trouver une solution. Et là, à plus long terme, je crois que c'est encore une fois plutôt les démocrates qu'on le vend dans le dos, puisque une très vaste majorité de la population américaine est pour la légalisation de ces Dreamers. Donc encore une fois, on reporte en fait toutes les batailles, dans quelque sorte, à 2020. Et je crois que politiquement, c'est à ce moment-là qu'on saura qui, lors de ce shutdown, qui, avec les enfants et qui, avec toute l'histoire autour du mur, a été le plus malin politiquement. C'est tout à fait cynique, mais je crois que malheureusement, c'est vraiment comme ça qu'il faut analyser les choses au jour le jour. Ce que vous décrivez, Soufiane El-Sabag, c'est un président minoritaire déjà dans l'opinion et visiblement destiné à le rester si l'on en croit les sondages sur cette question-là. Et Gérald Olivier, chaque jour qui passe, il joue en faveur des démocrates. C'est Donald Trump qui va sortir perdant de cette crise avec ce discours sur l'état de l'Union planifié pour fin janvier, effectivement. Quels sont les scénarios à ce moment-là? Il y a des échéances très difficiles pour Donald Trump. Maintenant, si on se met dans la perspective de 2020, donc de la prochaine élection présidentielle, il n'est pas dit du tout que Donald Trump sorte perdant de cette crise, même s'il l'est à court terme. Parce que dans 18 mois, on aura oublié, et dans 18 mois, il pourra retourner vers sa base et leur dire, voilà, moi j'ai fait le travail, ce sont les démocrates qui ont refusé. Sa base, elle est double. Là, il coche les cases de son bilan, en fait. Il coche les cases. Et de toute façon, il sait très bien, il a été élu avec, entre 35 et 40% de l'électorat, grâce à une carte électorale extrêmement favorable et un chemin très étroit qui lui a souri de façon tout à fait remarquable. Mais il a quand même réussi ça, ce qui était assez extraordinaire. Qu'il parvienne à le faire une seconde fois, c'est pas évident du tout, mais pour qu'il puisse au moins tenter ce chemin, il faut qu'il se présente devant sa base sans en perdre les moindres miettes. Et donc, il a besoin de cette confrontation aujourd'hui. Un dernier mot peut-être sur un point qui a agité les médias américains. Fallait-il ou pas retransmettre cette allocution hier? C'est dire à quel point aujourd'hui le débat politique américain est polarisé. Qu'on en soit là, quand même, ça en dit long sur l'état de confiance ou de faible confiance qui règne aujourd'hui entre la Maison-Blanche et les grands networks. Vous le comprenez, ça, qu'on en soit jusqu'à se poser cette question de retransmettre ou pas l'allocution télévisée du président? Oui, mais c'est pas la première fois. Obama a été refusé une fois aussi, et aussi il voulait parler de l'immigration parce que les chaînes ont dit c'est pas du news, c'est pas des actualités, mais c'est un message politique et propagande. Aujourd'hui, il y avait le New York Times, le Washington Post qui ont dit plus jamais. Donc c'est davantage un signe de l'indépendance des médias et des grands médias américains à l'égard du pouvoir politique. Ils veulent le manifester. Il y a eu un changement d'époque. Rappelons quand même que Ronald Reagan, deux mandats, Ronald Reagan a fait 33 interventions télévisées depuis le bureau ovale, 33 en 8 ans. Ça fait, comptez avec moi, 5 par an presque, pratiquement, je ne suis pas bon en maths, mais à peu près. Donc là, c'est la première en 2 ans. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Reconnaissons malgré tout que les médias ne traitent pas le président Trump très bien. Lui-même traite la fonction de manière contestable peut-être, mais il est très maltraité par les médias. Et il le rend bien, il faut le dire aussi au passage, parce qu'il est encore qualifié de fake news, les grands médias, en les citant nommément il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de débattre. Merci à Soufiane El-Sabag qui était avec nous en direct de New York. Merci à vous Gérald Olivier, à Célestine Bolen et à Douglas Gluckroft. L'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias.